Ah ouais, c'est vrai, ça fait 2 mois. Chaque lundi soir, à 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du FF du soir avec, pour m'accompagner, un supporter qui doit être heureux, Guérin Thomas. Salut Guérin. Salut les gars, oui, très heureux. On a également Louis Je Charge, s'il participe, je ne sais pas. Peut-être plus sur les sujets généraux, on verra tout à l'heure. Ou sur Ah ouais, parce que là, franchement, j'ai rien à dire. Hein. C'est le spectateur. On a également... Oui, le spectateur averti, ouais. On a également Lorraine, du coup. Salut Lorraine. Salut à tous. Qui va nous apporter son éclairage, notamment sur le foot espagnol. Sans plus attendre, du coup, on peut démarrer par la Ligue 1. Chaque lundi soir, et donc, pour démarrer par la Ligue 1, du coup, on va s'intéresser au cas des Lillois, mais on pourra presque intégrer les Lyonnais dedans, du coup, et ça nous permettra de parler aussi de l'image du soir. Donc, on va se demander, du coup, si l'écroulement donc qui est en train d'arriver donc à Lille et à Lyon était prévisible, et du coup, si oui, pour quelle raison. Donc, pour s'attaquer à ça, du coup, on va d'abord commencer par parler du match d'hier, si certains l'ont un peu regardé. Le match de Lille, du coup. Le match de Lille, ouais, j'ai regardé en entier. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup ? L'impression que j'ai, c'est l'impression que j'avais sur les derniers matchs, quoi. Tu sens que Lille est très émoussé physiquement. Je pense que le fait qu'ils aient eu l'Europa League depuis le début de la saison, qu'ils ont un effectif pas si fourni que ça en termes de nombre. Tu sens que physiquement là ils sont vraiment en train de piocher et du coup le match de Nîmes je l'ai regardé, Nîmes a proposé franchement du beau football, ça fait un petit moment avec depuis le changement d'entraîneur que Nîmes c'est beaucoup plus solide. Ouais, je suis d'accord. Déjà ils prennent beaucoup moins de buts parce que avant ça reste toujours la pire défense de Ligue 1 mais c'était parce qu'au début de saison début de saison il y avait des gros problèmes. Ils étaient torchés quoi. Et là ils prennent beaucoup moins de buts et déjà derrière ils sont solides et devant franchement en regardant le match je voyais pas une équipe qui joue le maintien, quoi. Ça jouait pas mal, quoi. Lille, c'est une catastrophe. Lille, je crois qu'ils se sont pas créés d'occasion quasiment presque en de la deuxième. Ouais, non, en deuxième mi-temps, c'était vraiment catastrophique. Il y a Yazice et Sanchez qui rentrent, mais ils apportent absolument rien, quoi. Et c'est ce que j'avais dit, j'en avais parlé. J'avais parlé un peu du problème physique à côté des Lillois, du manque de profondeur, et ça s'est vu exactement sur ce match-là. Et c'est vrai que dommage que l'animal soit pas là, il trouve pas. Mais je pense que ouais, tu peux être inquiet pour Lille, quoi. Sur la fin de saison. Surtout que là, ils vont enchaîner Paris et Lyon. Et ça risque de très mal finir, quoi. Surtout que t'as Monaco qui est juste derrière. Clairement, ils sont pas sur une bonne série. Mais après, c'est le cas également pour Lyon, donc on en reparlera plus tard, je pense. Mais... Oui, on peut parler. On peut faire peut-être un petit tour si d'autres ont regardé le match de Lille ou ont peut-être vu les derniers matchs de Lille pour peut-être un peu. Sinon, je prendrai la parole moi. Ça me pose pas de problème du coup. Quelqu'un veut s'exprimer avant que je parle ? Si tu peux me permettre juste une petite parenthèse, on discutait juste avant que vous arriviez, on discutait un peu des matchs. Moi, j'ai pas vu Lille. J'ai vu vite fait les résumés pour être franc. Pour autant, ça sentait depuis un moment qu'ils étaient à bout de nerfs, à bout de forme physique, comme il disait Garin.
Mais là, je vais aller plus loin, c'est que ça fait depuis au moins décembre, et c'est à peu près le même cas pour Lyon. Autant Lyon, à titre personnel, bon, je suis lyonnais, je pensais que Lyon n'avait pas gagné le titre du fait de la défaite face à Metz et du match nul face à Marseille. J'étais sûr qu'ils n'allaient pas pouvoir aller jusqu'au bout pour tenter le titre. Autant pour Lille, tu sentais déjà aussi la même chose, mais encore, ils avaient encore la manière, je trouvais. Là, pour avoir vu les extraits des résumés hauts, tu sentais que complètement, ils ont complètement je vais pas dire lâché, mais c'est limite, ils veulent sauver les meubles, j'ai l'impression, alors qu'ils sont quand même dans du classement. Je sais pas si c'est un problème physique ou donc des effectifs qui rentrent en compte, ou tout simplement ils ont plus d'idées, d'imagination, pardon, parce que les autres en face savent comment les jouer, mais tu sens quand même que ça commençait déjà à être un peu plus compliqué pour eux. Et là, c'est malheureux, mais donc ils vont jouer contre Lyon. Moi, je pense que Lille va gagner, mais tu sentais vraiment que c'était vraiment, c'est vraiment, ça fait un petit moment. Tu sentais quand même, même avant même les 5 derniers matchs et avant même l'Ajax, que c'était le début de la fin en fait. Je trouvais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je me souviens des premières émissions. Il y avait Animal Agressif qui intervenait, donc je crois que c'était la première ou la deuxième émission, et il me disait que lui, il croyait pas du tout en Lille. Ouais, moi, j'ai dit j'étais confiant pour Lille. Après, ils ont enchaîné les succès, mais enfin, ils ont fait, je crois, 2 victoires après cette émission-là. Et du coup, ils étaient en tête du classement, mais là, du coup, ouais, c'était des victoires à l'arraché. Et maintenant, ça passe plus, quoi. Donc, ils se retrouvent à perdre des points parce qu'ils sont émoussés. Ils ont même plus de Coupe d'Europe à jouer, donc là, il n'y a plus vraiment d'excuses. Moi, je m'étais dit que justement, s'ils lâchaient la Coupe d'Europe pour essayer de jouer le championnat, ils pouvaient avoir le titre. Au final, c'est pas aussi simple que ça. Mais donc du coup, je vais prendre la parole. Du coup, si tout le monde a fini de s'exprimer, pour moi, du coup, ben, en fait, ouais, je suis un peu surpris par Lille, mais ces derniers temps, comme vous l'aviez dit, ça paraît plutôt logique parce qu'ils se créent très peu d'occasions dans le jeu. Ils sont très très nuls. Alors après, je sais pas si c'est par manque aussi parce que les équipes les attendent plus et ont compris qu'ils allaient très vite devant quand on leur laissait de l'espace et du coup les attendent plus bas et donc du coup quand ils sont plus bas il faut plus d'inventivité et ils arrivent pas à la créer pour l'instant. Et c'est vrai que vraiment le match d'hier j'étais très très désagréablement je suis lyonnais mais je m'attendais à ce que Lille fasse beaucoup mieux que ça quoi. Ouais, mieux de leur part. Ils sont vraiment créés en deuxième mi-temps, c'était vraiment mais abyssal quoi. Alors après du coup Ouais, mais c'est pareil, le match contre Monaco, c'était catastrophique. oui aussi. Enfin, Déjà le moi, match contre Monaco j'avoue que c'était j'ai pas regardé en entier le match contre Nîmes, j'ai juste revu le résumé. Mais le match contre Monaco, j'en ai regardé une bonne partie et c'était une vraie purge. non mais le match contre Monaco en fait ils ont pas essayé de gagner le match quoi, c'était vraiment ils essayaient de limiter la casse. Donc effectivement Ouais, t'as l'impression qu'ils jouent pour pas perdre plutôt que pour gagner. ouais là du coup ça rejoint un peu ce que disait Luigi. Mais après Pas on perdre, peut non, je dirais pas jusqu'à là, mais je veux dire, franchement ils ont Lille, ça petit a bras en toujours été fait. comme ça depuis le début de la saison, en fait. Non, parce que quand même à une époque ils jouaient quand même un peu. Enfin ils essaient. Après aussi les équipes, comme je dis, peut-être qu'elles les attendaient moins et du coup jouaient peut-être plus haut et ils avaient plus de facilité à se créer des occasions. Mais là c'est une catastrophe. Bon après du coup on peut dériver sur pour parler de Lyon aussi et du coup notamment du match d'hier. Euh, je sais pas du coup si tu veux commencer en tant que Parisien, Yaren, qu'est-ce que Le tu as match pensé d'hier, du coup de la performance de Paris et tout et... ouais, je sais pas si Le Guen, tu te souviens, la semaine dernière, après la défaite de Paris contre Nantes. Ouais, t'avais dit que tu sentais Euh, que... j'avais dit que c'était en ce sens un mal pour un bien, parce que Paris, cette saison, Ouais, il était dans la dans les réaction. matchs où vraiment ils sont obligés de sortir un résultat, mais même pas un match nul, vraiment un résultat, Paris gagne tout simplement. Il y a eu Leipzig, il y a eu Manchester, il y a eu le Barça également.
Voilà, tous ces matchs-là où tu avais vraiment une pression même pas de résultat, plus que de ça, vraiment de victoire et limite de manière. Paris a fait le boulot. Et justement, la défaite de Nantes a obligé Paris à sortir ce match-là contre Lyon. Après, il y Donc avait si, la défaite face à Lorient un peu plus tôt qui était bah Lorient pour le coup, je pense que c'est un inquiétant. accident parce que dans le match, Oui, Paris était c'est non, voilà, Paris Lorient était n'était pas à faire un match sanglant. Paris, ouais, c'était bizarre ce qui s'est passé. Après, c'était un match où Rico était au cage aussi. Donc, Ouais, voilà, ça oui, change. c'est comme Mais non, pour revenir sur le match, Lyon, je pense, bon, tu diras ton avis, le Gon aussi. Lyon, ils se sont fait avoir dans le sens où en fait, Paris a proposé un jeu exactement pour contrer le jeu de Lyon. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la possession et ils ont joué les contres, un peu comme contre le Barça. ouais, c'est Tu vrai, c'est voyais vrai. Paris, là où ils sont très forts, ils ont des joueurs qui en une touche peuvent te faire la passe parfaite, pour casser des lignes, faire des 1-2 qui permettent Ouais, d'accélérer. Et Marquinhos en première mi-temps, c'était voilà, Marquinhos, voilà, on parle d'un décès quand même, qui a joué un ouais. peu Et au au milieu de niveau des terrain l'année relances, dernière. c'était Il a top. une capacité de relance incroyable. D'ailleurs, je vais le noter hier, sachant que on a beaucoup tapé sur ces deux joueurs-là que je vais citer. Danilo et Gay, hier, ils font un excellent match, alors Oui, que oui, c'était un peu les boucs émissaires du milieu. Et justement, que Paris ait laissé la possession, c'était vraiment la tactique à faire, parce que en mettant un milieu un peu beaucoup moins technique, mais un peu beaucoup plus agressif comme ce qu'est Danilo et Gay, je pense que tu l'as vu, ils sont fait manger au milieu, quoi. ouais, après, Et t'as t'avais toujours Verratti qui Verratti était quand plus même haut. Voilà, Verratti plus haut pour créer voilà, du jeu, t'as quoi. Mendes qui arrivait pas à gérer Mm. Ouais, le le seul qui a un peu existé au milieu de hmm. terrain, c'était comment Cacré. Mais Cacré, oui, voilà, sinon, Cacré un peu surnagé dans le milieu lyonnais. Mais ouais, sinon, ouais, Mendes, Paqueta hier, il fait un match transparent. dégueulasse, quoi. Mendes et Paqueta étaient transparents. Paqueta hier, franchement Paqueta, je l'ai plus vu en train de simuler, de faire des fautes, de s'embrouiller avec l'arbitre qu'autre chose, hein, honnêtement. Enfin bref, et Paris en fait a fait exactement le match qu'ils voulaient faire. Et ils ont un adversaire, je pense, qui a pas été assez malin, c'est ça, par rapport au jeu. Après le résultat, bon, il y a 2-4, mais honnêtement, on était plus proche du 6-7-0 que du 4-2, quoi. Ou Ouais, même après, est-ce que c'est le relâchement en fin de match, prendre deux Bah, buts comme ça, est-ce que faut pas oublier c'était que Paris a joué pendant 60 minutes. Ils ont fait un jeu à vraiment haute intensité. ouais. Après, Et Ouais, mais quand tu joues comme ça, tu peux aussi courir l'adversaire. oui, voilà. Mais après, tu sens que ouais, mais non, mais c'est pas ouais. Après, mais tu sens que qu'à la fin, ils étaient un peu émoussés. Le premier but, on va dire, vient dans un moment où Lyon est franchement au bord de la rupture. T'as l'action où Gay, il y a un 3v1 joué, il tire dans le ciel. T'as Mbappé qui rate son contrôle, qui sort juste après. Et après, on se prend le but de Slimani, qui d'ailleurs fait une excellente rentrée hier. Le but, Et il c'est marque deux buts ouais, après le deuxième but sa est une grosse relation. erreur défensive de Florenzi. Mais voilà, c'est des erreurs défensives, quoi. Mais on va dire, tu vois que voilà, il y a eu une vraie classe de différence entre les deux, quoi, entre les deux équipes. Je pense, ouais, De Gaulle, tu peux revenir sur la performance de Lyon, du coup. ouais, alors du coup, c'est vrai que j'étais un peu surpris par la performance de Paris parce que je regarde quand même pas mal le PSG et je les ai jamais vu jouer comme ça cette année en Ligue 1. Je pense que c'est largement leur meilleur match cette année en Ligue 1. Enfin pas dans ouais, 60-70 premières minutes, ils étaient vraiment à un très haut niveau. Après, là où je suis d'accord, c'est que il y a eu quand même quelques erreurs côté lyonnais. Alors pour commencer à la base, je pense qu'il y a eu un mauvais choix tactique de Rudy Garcia de mettre Oui. Thiago Mendes devant la défense. Notamment parce qu'en fait Thiago Mendes c'est un joueur qui a une bonne qualité de passe, qui c'est quand même assez bien anticipé les phases de transition. Mais par contre, il sait pas jouer quand il est sous pression.
Et je pense que Paris avait analysé un petit peu cette difficulté-là. Exactement. Et du coup, en fait, sous pression, il n'existe pas. Et du coup, en fait, à partir du moment où ton 6, il n'arrive pas à ressortir, que en latéral, t'as Mathias Deschiguelio, Maxwell Cornet, et puis que devant, t'as Toko Ekambi et Tino Kadewere, c'est très très compliqué de conserver le ballon. Et du coup, en fait, il y a pas eu photo en fait sur l'ensemble du match. Bon, après, à la fin, il y a eu peut-être un petit relâchement. Il aurait presque pu avoir 4-3, mais ça reflétait pas réellement le contenu du match. Le contenu du match, on était plus proche du 5-6-0 que du 4-0 comme tu l'as dit. Et par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que les 10 premières minutes, elles étaient plus ou moins coup pour coup. Enfin, Paris dominait, mais Lyon avait quand même du répondant. Et en fait, je sais pas si c'est physiquement ou si c'est mentalement, mais à partir d'un moment, ils ont relâché le pressing, enfin la tentative de pressing sur le porteur de balle. Je sais pas si par la lassitude du fait que Paris arrivait quand même toujours à ressortir le ballon. Et à partir de ce moment-là, bah ils ont un peu lâché. Enfin, quand tu lâches contre Paris, ben ça pardonne pas, quoi. Ouais. Sans compter que Après, ouais. la charnière n'a pas non plus été bonne, et je pense que les joueurs n'ont pas été au rendez-vous aussi dans la tête, en plus des choix tactiques. Après, je pense que Paris aurait gagné vu le niveau de jeu d'hier, mais il a gagné et se faire humilier, quoi. Hier, clairement, on était proche de l'humiliation. Malgré le score, tu vois, le score, il y a que 2 buts d'écart, mais c'est vrai que c'est une humiliation. Après, il y a un point intéressant ce qu'a dit, là où je pense Pochettino a dominé Garcia tactiquement, déjà dès la feuille de match, c'est que tu as parlé de Mendes. Nous, on a un joueur qui est exactement pareil, qui est excellent quand on a le ballon, mais qui est très mauvais quand on est sous. C'est Paredes. Et Paredes, hier, n'a pas joué, tout simplement. Et on sait pourquoi. Ouais. On sait pourquoi. Voilà. Du coup, non, mais t'as raison, ça se prépare tactiquement, un match. C'est pas juste aligner le même 11, etc. Et moi, dès le début du match, je l'avais dit à des amis, je disais, mais je le sentais pas, genre Thiago Mendes au milieu, vu que je sentais que Paris allait vouloir presser, c'est assez inquiétant. Après, si on se projette un peu plus au-delà du match, effectivement, la dynamique sur les dernières semaines de Lyon, elle est pas bonne, en fait. Je trouve qu'il y a trop de joueurs qui sont en dessous actuellement. Ouais. Et en fait, comme il n'y a pas eu assez de turnover avant, etc., bah, même les remplaçants, en fait, ils sont pas parfois au niveau physique qu'il faudrait, en fait. Alors après, alors qu'on a qu'un match par semaine, ça paraît délirant de dire ça, mais tu sais, Logan, moi je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Tu as raison de dire qu'ils sont mauvais depuis un moment, même avec les défenses, même avec les remplaçants. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est depuis décembre. C'est ce que je disais en parallèle avec Lille, c'est que je trouvais que Lyon et Lille ont le même problème, c'est que depuis décembre, ils sont beaucoup moins bons. Je ne sais pas à quoi c'est dû personnellement, mais ça se voyait vraiment. Le match face à Metz, si je me trompe pas, c'était début janvier. C'était ridicule la façon dont ils ont perdu, combien même il y a des faits de jeu, mais tu dois pas perdre aussi connement. Et en fait, c'est à l'image de tout ce qu'il y a pour l'instant. Je suis en seconde partie, et je trouve que de dire que le problème c'est le 11 type ou non, bah je trouve. Je sais pas si les joueurs, en fait, ils mettent réellement de l'envie jusqu'au bout. Alors, est-ce que je le vois en tant que supporter en disant ça? Peut-être. Mais il y a quand même des trucs qui me dérangent. C'est par exemple Depay. Je le trouve. Je sais pas s'il se dit, bon, bah, maintenant que je sais que on va pas avoir le titre, et ben, je lève le pied. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pour le coup, Depay, après hier, il a pas fait un bon match, mais dans l'attitude, c'est le seul qui renonce jamais. Et sans Depay, il y a plein de matchs qu'on a arrachés. Justement, je trouve qu'il pourrait encore plus apporter. Genre, je sais pas comment te dire. Franchement, Depay, dans l'attitude, on peut rien lui reprocher depuis qu'il a le brassard, ouais. Pour moi, je te parle pas d'attitude, moi, je te parle d'aller encore plus loin. Je veux dire, c'est la dernière année qu'il est là, mais je sais pas, je trouve pas qu'il a la présence qu'il avait en première partie de saison, par exemple. Alors, je te cite Depay parce que c'est un joueur emblématique, mais c'est un peu ce qui me dérange. Je sais, parce que j'ai vu que les extraits, donc c'est peut-être pas pareil, mais c'est sans doute pas pareil, même tout court. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine lassitude des joueurs, et ce depuis la fin des vacances. Alors,
joueurs parce qu'il y a Garcia qui est dedans, mais il y a quand même un problème de base, surtout que, comme tu disais, Lyon joue qu'un seul match par semaine, mais au final, t'as presque envie de te dire heureusement, parce qu'on dirait qu'ils sont déjà foutus physiquement, et c'est la fin de saison alors qu'il reste encore 3 mois, quoi. Moi, je suis pas d'accord de dire qu'ils sont pas bons physiquement. Je pense que c'est plus tactiquement. Tu sens que l'équipe elle bafoue son football depuis un petit moment là. Je crois quasiment tout le mois. Non, même depuis le début de l'année quoi. Où ça galère. C'est moyen depuis début janvier, parce que depuis début janvier, les seuls ouais, c'est ça. Tu sens que ça galère. C'est Ajaccio. Je pense pas que ce soit physique. Moi, je pense que le problème, c'est avec Garcia, ce qui s'est passé, c'est un problème de turnover. C'est-à-dire qu'on a installé des joueurs comme Aouar, comme Kadewere, comme Tuku Kambi, dans un confort peut-être un peu trop soutenu, quoi. Et ce qui fait que je parlais souvent avec des Lyonnais, ils me disaient ouais, au niveau des remplacements, le coaching de Garcia, ça les plaisait pas. Et je voyais que voilà, tu sens qu'un Aouar, il était trop dans un confort, limite, je dirais pas jusqu'à là, mais peut-être qu'il en a plus rien à foutre de lui en fait, dans son jeu. Aouar, ça fait... ce que disait Luigi, je le remets plus sur Aouar. Je sais pas si c'est physique ou si c'est dans la tête, mais pour moi, il est plus là. Pour moi, cette saison, il a fait quasiment aucun bon match. Dans la tête, je pense. Pour moi, il a fait quasiment. Après, je sais qu'il a eu des problèmes avec le Covid, comment ça s'appelle? Il a eu des problèmes avec le Covid, il a eu des problèmes avec ses adducteurs. Il a souvent des problèmes adducteurs, mais c'est quand même clairement pas normal. Ah tiens, on a Drogba Zoka. Ouais, comme ça, il va en parler de Lille. On pourra peut-être parler de Lille, du coup. Du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais vas-y, vas-y. Je te laisse continuer avec Garen. Tu voulais dire un truc, non? Allô? Ton voix, t'es là? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, sympa. Parfait. Oh, bah, je vous laisse finir et puis dès que vous voulez parler. Non, vas-y, parce qu'en fait on était parti sur Lyon, mais en fait de base on voulait parler de Lille et de Lyon, mais comme on n'avait pas de supporters lillois, parfois c'était. Okay. Donc du coup, qu'est-ce que t'as pensé du match d'hier et de la forme actuelle en fait des Lillois, et après ton avis sur Lyon ou sur Paris du coup? Alors pour parler, écoute, Lille très mauvais sur le match d'hier. Le but qu'on met c'est sur corner. À part ça, on se crée pas d'occasion. Donc on va revenir sur les mêmes problèmes qu'on cite en fait chaque semaine et ce depuis des années. Lille a du mal contre les blocs bas, on va pas revenir là-dessus, on le dit à chaque fois. Mais moi, le parallèle que je ferai avec Lyon, et c'est pour une fois essayer de changer un peu dans les critiques, parce qu'on a l'habitude de critiquer effectivement les joueurs, mais là, moi, c'est en fait parler un peu de Galtier et du fait que on reproche souvent, par exemple, à Garcia de pas s'adapter. Mais depuis le début de saison, Galtier, c'est 4-4-2 et rien d'autre. On n'a absolument rien tenté, et même quand on fait des changements, c'est vraiment du bricolage. En fin de match, par exemple, en milieu de match, il fait rentrer Sanchez, 10 minutes il le fait rentrer donc au milieu, 10 minutes plus tard, il le met ailier droit. Prend David, qui joue tout le match devant, il fait rentrer Yazice, il garde David, il le met sur le côté gauche. En fait, il veut absolument pas changer le 4-4-2. On a l'impression vraiment que ça y est, les équipes ont compris comment on joue. On n'arrive plus à faire une transition. Je l'avais déjà dit pendant le match contre Monaco. Alors c'est vrai que c'était compliqué à analyser. On se disait qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Lille qui veut pas jouer? Est-ce que c'est les joueurs qui sont émoussés physiquement? Moi, je pense aussi tout simplement que les autres équipes commencent à comprendre comment on joue et ont beaucoup plus de facilité en fait à défendre sur nous. Et là hier, Nîmes fait un bon match, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous attendent derrière et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils nous ont contré. Et il y a un joueur, la Ferrat, qui a fait quand même un très bon match parce qu'avec le peu de ballons qu'il a eu, il a toujours réussi à trouver les décalages et par 2 fois justement ça amène un but. Sur le premier, il fait 2 passes en fait assez similaires. Sur la deuxième, c'est passe D. Sur la première, c'est lui qui fait la passe clé, on va dire, de l'action. Et donc voilà, Lille, très très mauvais offensivement. On n'arrive absolument plus à se créer d'occasion. Je doute sérieusement que même le simple retour de Bourak va permettre de changer les choses, même s'il va certainement aller nous chercher des points. Mais c'est pas un créateur, quoi. C'est pas de lui, on va dire, que va venir l'étincelle. Donc je commence à me faire des soucis.
C'est vrai que peut-être que j'ai aussi fermé les yeux, on va dire. Enfin, depuis le mois de janvier, on le dit que le jeu, c'est plus ça. Mais peut-être que voilà, en tant que supporter, j'ai un peu plus fermé les yeux. J'ai pas été assez critique peut-être sur certains matchs. Et là, on commence à vraiment le payer. Et bah, si proche de la fin, ce serait quand même dommage de chuter. Surtout que là, la semaine prochaine, on va jouer le PSG. Ouais, Donc, ça va être vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'en là, cas de défaite, il y a 15 jours très importants, ça, hein, parce que dans 15 jours là, en cas de défaite, moi je disais que les 15 jours très importants, ça allait être quand on a joué Monaco, quand on a joué Marseille puis Monaco. Et finalement, quand on voit ce qui s'est passé dans les autres matchs, le match nul qu'il y a eu entre Lille et Monaco, finalement, les 2 semaines importantes, ça va être celle-là, parce qu'avec cette défaite contre Nîmes, là, on n'aura vraiment pas le droit à l'erreur contre le PSG. L'idéal, ça aurait été au moins de gagner ce match-là contre Nîmes. Comme ça, c'est vrai qu'on aurait pu se donner, on va dire, un peu d'air avant d'aller jouer Paris. Là, en cas de défaite, on risque de voir Monaco revenir à 1 point, si eux gagnent. ouais. On risque de voir Lyon peut-être nous passer devant, voilà, en fonction du goal average, si eux gagnent aussi. Et on se retrouverait à la 3e place, à 1 point de Monaco, qui a un calendrier quand même beaucoup plus facile jusqu'à la fin. Et là, la 4e place, à laquelle je voulais absolument pas croire, elle commence peut-être un peu à se dessiner aussi. Donc, je reste quand même sur mon pronostic de départ quand je disais que c'était Lyon qui allait chuter parmi les 4. Mais finalement, j'ai l'impression quand même que les problèmes à Lyon sont assez similaires de ceux à Lille. C'est-à-dire des matchs qu'on fait, on va dire, par bout. À part le dernier match vraiment, je trouve, vraiment solide que j'ai vu des Lillois pendant 90 minutes, c'est celui contre Marseille. On se crée quand même beaucoup d'occasions. Après, il n'y avait rien en face, je veux dire. Je suis d'accord On se avec crée toi. beaucoup d'occasions. Mandanda sort des gros arrêts. Et puis C'est finalement, gagné à on va en l'arrache, plus mais pour le coup, chercher c'était une des victoires gagnées à l'arrache où c'était le plus logique que ça soit gagné, quoi. ça. C'est ça. Et Complètement d'accord avec toi. plus qu'une victoire, à dire gagnée à l'arrache, je dirais qu'elle a été vraiment gagnée au mental, que voilà, jusqu'à la fin, on a été mettre la pression sur les Marseillais et que ça nous a souri. Voilà, après, à part ce match-là, franchement, je vois pas de match. Il y a eu celui contre 2021, vraiment, il y a eu ces 2 matchs-là. Parce que même celui contre Nantes, on gagne 2-0. Et il était très, très, très poussif parce qu'au tout début, en fait, il y a une erreur monumentale de la défense nantaise, donc on marque facilement. Mais derrière, en deuxième mi-temps, en tout cas, Nantes revient avec d'autres intentions. Il nous bouge pas mal, on marque tout à la fin sur un contre. Vraiment, pour moi, ouais, c'est en 2021, en fait, il y a eu 2 matchs vraiment aboutis, c'est Bordeaux et Marseille. Donc voilà, des problèmes un peu similaires à ceux des Lyonnais. Et j'espère vraiment que Galtier va se réveiller un moment et tenter au moins quelque chose quand on est dans le mal, quoi. Parce que ce 4-4-2 avec toujours les mêmes principes de jeu, je pense que ça commence à être vraiment léger. Surtout qu'on a les joueurs pour. Parce que c'est vrai qu'ils se contentent souvent de faire du changement poste pour poste, alors que parfois, vraiment, on a des joueurs qui peuvent jouer dans des profils différents. À l'effectif pour le faire. Après, à voir si c'est pas aussi, comme on l'a dit, une autre piste, que les joueurs sont un peu cramés sur la fin de saison. Je le ressens quand même chez certains. Bamba, on en avait déjà parlé, par exemple. Batch, on avait parlé avant. Et après que t'en aies parlé, d'ailleurs, j'en ouais, parlé dans les médias, j'ai entendu certains le dire dans les médias. Ah ouais, Bamba quand même un peu en dessous. Puis voilà, même dans les courses, en fait, même juste dans l'envie sur le terrain, il est moins dedans. Pareil pour David, je trouve que au départ, ce qu'on disait, même quand il marquait pas, c'est qu'il créait quand même beaucoup de décalage parce que voilà, il faisait quand même beaucoup d'appels, il pesait pas mal sur les défenses. Là, sur les derniers matchs, c'est quand même très compliqué. Mais bon, c'est assez. Je me permets de te couper, du coup, pour moi, c'est assez étrange parce que quand même, ce qu'avait réussi à faire Galtier par rapport à Garcia, c'est qu'il avait réussi à concerner un peu tout le monde, même en Coupe d'Europe, c'est-à-dire un mec comme Wea qui avait été blessé très longtemps avait commencé à gagner un peu de temps de jeu en Coupe d'Europe. Puis petit à petit, il était revenu du coup dans l'équipe, même parfois en Ligue 1. Et là, j'ai l'impression que genre ils sont tous cramés. Enfin, qui mettent Yazice qui est pas bon depuis un petit moment aussi. Yazice qui est vraiment moins bien. Bamba, Ikoné qui fait pas une bonne saison. Ikoné aussi. Ouais. Ikoné, bon, il était blessé là. Il était out de dernière minute contre Nîmes. Ce qui est dommage parce qu'on va dire qu'il y a une rotation en fait sur le côté droit. Donc soit il joue sur le côté droit, soit il joue en soutien de l'attaquant. Et en gros, à ces 2 postes-là, il y a une rotation, on va dire, entre 3 joueurs. Principalement, c'est Yazice, Ikoné et Arojo. C'est vrai que dernièrement, c'était Ikoné le meilleur des 3. Et là, bon, ça tombe sur lui, il se blesse. Donc, il a une petite blessure à la cheville, c'était pas prévu. C'était vraiment le jour même. Bon, après, voilà, on va pas se cacher derrière ça. On jouait Nîmes. L'effectif est quand même largement supérieur. Après, ouais, honnêtement, il a montré quand même des choses intéressantes, certainement.
Et, il a réussi, donc ouais, comme tu dis, Galtier a concerné tous les joueurs, mais c'est vrai que là, entre les méformes physiques de certains et puis les autres qui retombent un peu dans leur travers, je pense notamment à David Arroyo et à Yazidou, c'est vrai que ça devient assez compliqué. Ok. On va passer du Moi, coup. Ouais. j'ai une petite question. Tu disais que Garcia et Galtier ont le même problème, et Galtier est vraiment réputé pour être un entraîneur conservateur? C'est-à-dire, Le Garcia, c'est que lui, il refuse même de faire les changements à temps. C'est ça le gros problème de fond, parce qu'il est tellement conservateur, il considère que son équipe qu'il a choisie est forcément la bonne. Alors, il a beaucoup d'arrogance, parce que c'est quelqu'un quand même d'intelligent, quand même, minimum Garcia, mais du fait qu'il se considère supérieur aux autres, il y a beaucoup d'arrogance, et des fois, c'est vraiment un problème de personnalité, des fois, je trouve. Mais donc, il est conservateur, en fait, un peu à cause de ça, mais Galtier est vraiment réputé pour être conservateur à fond. Parce que tu me dis qu'il bricole, mais justement, il n'est pas si conservateur que ça s'il tente de bricoler des trucs. non, alors, dans ce qui est du coaching, je dirais pas qu'il se rapproche de Garcia. C'est vrai que Garcia, on lui reproche d'un côté de pas changer de système de jeu. Ce qu'on reproche par exemple à Garcia aussi assez souvent, j'ai l'impression, c'est par exemple ses trois devants. Il veut pas changer sa tactique des trois devants, alors que c'est quasiment, on va dire, trois numéro 9 avec à la limite de paille qui est un peu différent des autres profils, mais surtout Kadewere et Kambi par exemple. Ce qui est de Galtier, il alterne souvent les joueurs. On l'a dit, en plus, il a eu l'occasion de le faire parce qu'il y a eu beaucoup de compétitions, l'Europa notamment, donc il a pas mal changé le 11. Mais par contre, la disposition même de l'équipe, c'est toujours un 4-4-2 avec, on va dire, les mêmes profils de joueurs. Et ça, il ne le change jamais, même en cours de match. C'est-à-dire que, par exemple, dans le match contre Nîmes, comme je te dis, il fait rentrer, par exemple, Sanchez, il fait rentrer à la place d'André, donc il fait du poste pour poste. Et à un moment, il rajoute Soumaré au milieu. Plutôt que de tenter peut-être par exemple de passer un milieu à 3 pour avoir la maîtrise au milieu, parce qu'il voit en plus que de toute façon devant sur les côtés notamment ça passe pas, et ben il reste sur son 4-4-2, il prend Sanchez qui a joué 10 minutes au milieu et qui trouvait quand même en plus je trouve quelques décalages, il va le mettre sur le côté droit pour prendre David qui est numéro 9 et le mettre sur le côté gauche, dans le seul but de faire rentrer en fait Yazice, qui lui ne peut jouer on va dire que dans ce rôle de 9,5-10. Juste pour faire rentrer Yazice, il fait bouger 2-3 joueurs autour pour garder en fait sa composition de base. Alors qu'à la limite, il aurait pu tenter quelque chose, avec 3 au milieu par exemple, Soumaré, Sheka, Sanchez, passer en 4-3-1-2 par exemple, tenter quelque chose, au moins ne serait-ce que pour déstabiliser l'équipe en face, parce que eux ils étaient vraiment bien dans leur match. Pour les côtés ça passait pas, je veux dire ils étaient bien regroupés. Et finalement, on a eu beau faire les changements justes de joueurs, en fait, ça n'a rien changé. Parce que Sanchez, tu le mets sur le côté droit, ouais, il a de la percussion, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'espace. Donc, généralement, ils font ses têtes baissées sur les défenseurs, ils perdaient les ballons. Idem pour David, il est dans l'axe, il se heurtait aux défenseurs, il passe sur le côté, c'est pareil. Ok, on va passer du coup au deuxième sujet Ligue 1 de la journée. Du coup, on va s'intéresser à Nice et à Bordeaux, qui sont deux. Enfin, l'un est un club historique et l'autre est un club d'une grande ville en France, qui avait beaucoup d'ambition au début de la saison. On parlait presque de podium ou d'être un petit peu en concurrence avec Lille, et finalement, ils sont 10e pour Nice, et Bordeaux et si je dis pas de bêtises, les 14e du. Tiens. 11 et 13. Ouais. Allô? Oui? Quelqu'un Je viens voulait de parler? dire, ouais, c'est Zach. Ouais, vas-y. Je t'écoute. Ouais, juste très rapidement, sur le Nice est un club de grande ville en France. Ça vaut rien pour moi à partir du moment ça veut rien dire. Tu vois, on peut être une grande ville et pas forcément avoir un grand club, oui, c'est sûr, mais oui, j'aurais dû dire juste un club qui a une grande ambition, qui a une grande. Après, il y a une certaine aura parce que le club est présent en Ligue 1 depuis 2001. Une certaine aura autour du club quand même. Oui, puis en plus, il y a un nouveau propriétaire qui avait dit qu'il était. Exact. Qui avait dit qu'il était très ambitieux du coup. Et du coup, je sais pas si vous avez regardé du coup des matchs de ces équipes-là, parce qu'en fait, c'est terrible, mais genre Bordeaux, qui est vraiment un club historique de Ligue 1, est en train un peu de tomber dans l'oubli en fait. Moi, j'ai regardé certains de leurs matchs.
Ouais, mais Bah, Saint-Etienne, on en parle indépendamment encore de- parce qu'ils jouent encore le maintien. Il y a parfois, on en parle un petit peu, mais Bordeaux, il se passe rien. bah, ça- La dernière fois, on a beaucoup parlé de Bordeaux, c'est après leur match honteux contre l'Olympique de Marseille. Et après, contre Metz, on en avait parlé parce qu'on avait parlé de Metz ce jour-là. Et sinon, en fait, Ouais, mais ce que j'allais te dire, moi j'avais comparé les deux clubs parce que c'est deux clubs qui ont même on peut comparer Nantes quelque part quand ils pensent Bordeaux, Nantes et Saint-Étienne, c'est un peu le gros problème, c'est qu'ils ont un gros problème de gouvernance et à cause de cette gouvernance à chier, leur club est venu à chier. Je sais pas s'il leur faut une gouvernance forte. On remarque quand tu vois Kita et compagnie, c'est des clubs avec des présidents forts mais qui sont complètement cons. Mais Bordeaux, c'est dans le même esprit finalement. Du fait qu'ils ont fait du mauvais recrutement ou carrément, je sais pas si c'est je sais même plus où ils en sont. D'ailleurs, il y a un gros problème parce que moi personnellement, je sais même pas où ils en sont quelque part Bordeaux sur l'histoire de vente parce qu'il y a eu un bordel là-dessus. Le président, c'est pas encore parce qu'il y a eu il y a eu la bronca à un moment donné. oui, c'est toujours Longuepé qui est le président. Et ils sont toujours détenus par les Américains qui cherchent à vendre, mais qui n'ont pas, Bah, qui ont pas encore vendu. Voilà, et c'est un gros problème, ça aussi. Parce que autant il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui veulent vendre la crise et compagnie, autant ce bordel-là, c'est impressionnant parce que ils ont fait des recrutements. Non, ils n'ont pas fait de recrutement cet été, pardon, mais ils ont tenté de faire des trucs qui sont complètement surréalistes, ils ont pris la tête avec les supporters, ils ont fait n'importe quoi. Il y a eu tout l'entour qui forcément les supporters l'ont pas apprécié, donc forcément ça impacte les joueurs avec les insultes et compagnie. Enfin, je vais être honnête, j'ai pas vu les matchs, mais d'un autre côté, c'est un peu normal que le club il tombe dans l'oubli parce que euh, pour qu'un grand club continue à exister, il faut que sa légende continue, qu'elle soit mauvaise ou non, mais qu'il y ait une légende, que tu laisses une trace. Là, tout ce qu'il laisse, c'est que des traces de merde. Faut quand même être honnête. Ça dure depuis un moment tout ce bordel. Franchement, il y a quelques années derrière, l'histoire du clapping, là, quand ils avaient fait match nul face à Marseille, c'est un peu à l'image de ce bordel depuis des années, quoi. On parle vraiment pas du football encore. D'ailleurs, pour quelque chose, parler un peu d'extra sport du côté de Bordeaux, on a quand même un club qui a changé son logo il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, le fameux Ouais. Bordeaux Ouais, ils ont Girondin. changé, Et je crois que le logo le prix du logo, pour avoir fait le logo, a coûté le transfert d'un potentiel joueur pendant le mercato. Et je précise même aussi qu'apparemment, en début de saison, ils ne pouvaient pas se déplacer en avion pour aller faire leur match amicaux. Encore une fois, Oui, ce fiasco. voilà. Pardon. Donc on est vraiment sur des problèmes de gestion mais à Bordeaux, cataclysme. Ah, voilà. Plus tu as ajouté, Louis. Ouais. Ouais, donc finalement, tu compares avec la situation de Nice qui avait de l'ambition, c'est complètement différent. Franchement, le gros problème de Bordeaux, bon, ils font n'importe. Le sportif, il est pas bon parce qu'ils ont joué auprès de mauvais joueurs, mais ça s'accumule à toute la liste de gouvernance minable qu'ils ont fait. À l'inverse, Nice, c'est honteux parce qu'ils avaient vraiment de l'ambition, ils ont mis du pognon sur la table, ils ont pris enfin pas Dolberg, mais ils ont pris des joueurs. Merde, j'ai un trou de mémoire, l'ancien Lyonnais. Putain. Mais Gouiri fait une bonne saison. Amine. C'est leur meilleur joueur. Croisé. Il est bon, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont pris des joueurs qui sont quand même des qualités, mais finalement, est-ce ils arrivent à jouer ensemble? J'en sais rien parce que j'ai pas vu les matchs. Mais finalement, avec tout le pognon investi, eux, c'est une vraie déception à l'inverse. Tu prends Bordeaux, depuis des années, il y a des gros problèmes. C'est à l'image de Saint-Etienne qui est en train de couler aussi, Nantes, comme je le disais. À l'inverse, Nice, c'est honteux parce que je vais pas dire c'est de la faute professionnelle, mais vu le pognon investi, si l'année prochaine c'est toujours la même merde, bah là on pourra dire vraiment c'est de la faute professionnelle. Après, dire que de là que c'est honteux, je suis pas d'accord. Donc le sujet c'est Bordeaux-Nice, c'est ça? Ouais, le sujet c'est J'ai dû m'arrêter là. le sujet c'est qui fait la saison la plus décevante pour vous entre Nice et Nice, ils sont en début de saison où avec Vieira en fait ça n'a jamais vraiment marché quoi. Ils ont aussi eu pas mal de départs importants, je crois. J'ai plus le nom des joueurs qui sont partis, mais Malangsar, je crois notamment. ouais, Mais en gros, ouais, c'était un effectif très très jeune. Ils ont eu quelques cas de Covid. Clairement, depuis le retour, enfin l'arrivée des deux défenseurs Saliba et Todibo,
c'est beaucoup plus solide et Ouais, c'est un peu mieux. tu vois mais qu'un c'est quand même pas- Gouiri, franchement, quand Dolberg était pas là, il avait porté l'équipe. Et avec le retour de Dolberg, il va jouer à son poste naturel d'ailier gauche. Et je pense que Nice, pour le coup, c'est l'équipe qui va faire la plus grosse fin de saison. Honnêtement, voilà, sur les derniers matchs, j'ai vu une équipe franchement très cohérente. Le match contre Marseille est très bon. Ouais. C'est voilà. Marseille et Rennes, c'était pas mal, mais Après parler de déception, oui, mais pour moi, Nice, s'ils font une très grosse fin de saison, ils peuvent finir 5e encore. Ah ouais, Et carrément, doubler après Toulouse. Bordeaux, c'est un autre problème. Bordeaux, c'est une équipe qui pue la loose, franchement. De par au niveau des dirigeants, c'est pas trop ça. De par l'équipe aussi, l'entraîneur. Voilà quoi. Bordeaux, t'as quand même des joueurs assez moyens au final dans l'équipe. Hein. Quand tu vois que leur leader d'attaque c'est Depréville, voilà, tu poses des questions. Depréville, c'est avant le match de la semaine dernière, je crois, c'était 0 but, 0 passe D, je crois, un truc comme ça. Oui, Il avait mis 0 but, je crois. Ouais, non, voilà, oui, c'est ça, ouais. voilà, c'est des joueurs très moyens, c'est des joueurs très moyens à toutes les lignes. Après, de Préville, je crois et qu'il y a voilà, un problème quoi. contractuel du fait que, en fait, il s'en fout de Bordeaux depuis. Après, de Préville, il a jamais été bon, malgré son gros transfert à l'époque de Lille. Et depuis là, c'est de pire en pire en fait. C'est vraiment. Mais il a quel âge maintenant, lui? Depréville, il doit avoir 27, on peut pas. Genre 28 ans, lui. Non, je crois qu'il doit avoir mais presque c'est 30. hein, Nicolas Depréville. Je crois qu'il a presque 30. Ah bon? Ouais, de Ah, Préville. ouais, 30, oui, il a 30. Ouais, de Préville. Même 31 c'était. Non, Je vais passer, il est 30. Ouais. du coup, ouais, voilà, t'as des gars qui sont quand même pas mauvais comme Houdin, mais il le fait jouer latéral gauche, quoi. Enfin, piston gauche, on va dire. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Il y avait Hwang, le coréen, que je connais très bien. Il a longtemps fait jouer ailier gauche. Il a longtemps joué ailier gauche, alors que c'est un BU pur. Et tu vois que là, quand il joue buteur, bah, il enchaîne les buts, quoi. Ouais, c'est déjà mieux. Ouais. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à Bordeaux où déjà t'as des joueurs moyens et en plus on les met pas à leur poste. Donc cette saison, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Pour moi, si on devrait choisir entre la déception entre Bordeaux et Nice, je dirais Bordeaux. Mais enfin, c'est bizarre parce que je suis même pas vraiment déçu. Je me dis, bah Bordeaux, c'est ça depuis des années. Nice, tu peux être déçu par rapport à l'investissement, comme tu disais, mais Bordeaux, ça fait des années qu'ils sont à ce niveau-là. Donc, parce que c'est décevant, tu peux pas te faire. Ouais, de toute façon, vas-y, Lorraine. Il y a Bordeaux, quoi. Tu disais quoi du coup, Lorraine, pardon? Non, moi je disais que Bordeaux, on a l'habitude. Hein. Ouais, c'est même plus une déception. Ouais, c'est un petit. Pourtant, j'aime pas ce club, mais je trouve que c'est limite triste. Ça fait pitié, ouais. Ouais. Du coup, on va passer au troisième sujet d'histoire qui concerne du coup Tottenham en Angleterre. Quel club de merde! Oh! Ça déjà, voilà. Tu peux pas retirer la loose du club. Terrible, hein. Tu mets Mourinho qui gagne partout. Si, ils ont gagné sur un d'exagération. Alors, on va s'intéresser au cas de Tottenham du coup. Et en fait, il y a 3 semaines, j'avais fait le même titre de sujet en disant que c'était peut-être condamné à être un extrême, enfin être les éternels losers. Mais en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, ils se sont fait quand même éliminer par la pire équipe de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, qui a progressé quand même ces dernières années, mais enfin quand même, au terme d'un match assez rocambolesque, ils se sont fait éliminer du coup par le Dynamo Zagreb 3-0. L'élimination de l'Europa, hein. À l'Europa, ouais, je me disais, qu'est-ce que tu Pas la Champions League. Oui, je sais, mais ça reste, c'était la pire équipe de la Ligue des Champions. C'était l'équipe qui prenait tout le temps. Je crois qu'ils avaient, sur 3 campagnes, ils avaient pris 1 point. 3 campagnes. Ouais, non, mais ça va, c'était le Slavia Prague, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Dynamo Zagreb, tu regardes. Dynamo Zagreb, sur 3 ou 4 campagnes, ils ont pris 1 point. Et une victoire contre Arsenal, du coup, à l'époque, du coup. Mais du coup, en fait, et en plus, en championnat, Chelsea ne semble pas lâcher. Et du coup, en fait,
Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est Mourinho dont le discours ne passe plus? Est-ce que c'est des joueurs? Bah, c'est des joueurs qui sont. Il y a des joueurs là qui sont là de base, là, qui sont vraiment. Ils sont jamais constants, quoi, en fait. Kane et Son, là, ils ont fait illusion pendant le début de saison. Ils étaient en feu, du coup, tu disais, putain, ils peuvent faire quelque chose. Mais dès qu'ils étaient plus là, il n'y avait plus rien. Plus rien. Parce que Contre Arsenal, là, tout à l'heure, le match contre Arsenal, c'était quoi, il y a 2 semaines? Ouais. Ils étaient vraiment, mais. Valence, c'était nuls, la semaine quoi. dernière. Ils se sont fait broyer dans le jeu, un pressing et plus personne courait, ils faisaient rien. Ils étaient morts. En fait. C'était pas la faute de Mourinho, ça, peut-être? Je sais pas, Parce je sais que pas ce qu'il leur a dit. Mais... il les a menacés, peut-être, ils ont eu peur. Ils ont vraiment été il est arrivé quand apathiques. Mourinho. Après, c'est vrai que Mourinho, enfin même au début de saison, Tottenham avait un style de jeu qu'on pourrait qualifier de restrictif du coup et donc du coup c'est vrai qu'après quand Kane et Son étaient en feu, ils avaient une demi-occasion marquée. Ça permettait de faire la différence et maintenant toi il faut une bonne saison, ils continuent de marquer mais ils sont moins en réussite en extrême réussite et c'est quand même compliqué. Mais je trouve que c'est quand même dommage de pas arriver à faire plus avec cet effectif, quoi, parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Alors, ok, il y a des joueurs qui sont très décevants, type Doherty, Moussa Sissoko, je sais pas. Doherty, putain. Ouais, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Ouais, Moi, c'est la pire recrue de cette année. Il se fait violer constamment. Ouais, c'est une catastrophe. Ah, T'en as avec la Mourier, quoi. Et pourtant, Doherty, de base, c'était un bon joueur. Hein. Enfin, il avait été recruté. Oui, je sais pas. On en avait parlé la semaine dernière, c'est élu meilleur latéral de il y a 2 saisons, je crois. Tu jouais au Wolverhampton. Bah, je sais pas, après, Tottenham, je suis déçu dans le sens où, franchement, ils ont l'effectif pour faire quelque chose de pas mal, mais pour moi, c'est Mourinho. Hein. Mourinho, il est trop. C'est toujours pareil. Il vit dans le passé, quoi, tout simplement. Non, mais il a eu la bonne idée de mettre Kane un peu plus bas au début de saison. Un peu. Mais genre, il est incroyable, Kane, en fait. Il a une qualité de passe. Genre, en fait, ouais, c'est délire. Mais Kane est tellement sous-exploité, l'attaque. J'ai rarement vu ça pour un attaquant. Mais le souci, c'est que voilà, Son là est blessé pour un petit moment. Mais oui. T'as Bale qui est un courant alternatif. Vinicius qui a jamais pu montrer son potentiel. Bon, Lamela, j'en parle même pas. Voilà quoi. Donc offensivement, t'as de quoi faire, mais oui, j'ai même oublié Bergwijn le fantôme. Il n'y a que des types inconstants en fait. Oui, exactement. Voilà. À part ça, Kane, c'est que des gars. Il y a même Lucas. Tu vois, il y a un vrai potentiel offensif, mais même Dombele, il a un potentiel de fou. Des fois, il fait des trucs incroyables, mais voilà, c'est pas tout le temps. Bale, c'est pas tout le temps. Sissoko, c'est pas tout le temps. Lamela, c'est pas tout le temps. Voilà. Il suffit qu'il y ait un jour où personne n'est dedans, c'est fini. Il n'y a plus personne. C'est terrible. Ouais. Du coup, quelque chose. Ah si, ils ont une League Cup là, une finale de Carabao Cup, je sais pas quoi, contre City. Bon, ils vont se faire bouffer la gueule. J'espère. Hein. J'espère bien. Ouais, parce que sinon ils gagneront un titre de plus que vous là. Mais du coup, si on s'intéresse un peu plus du coup au championnat de manière générale, donc Arsenal a arraché un match nul contre West Ham hier. Ouais. Et du coup reste au milieu du tableau autour de la 9e place. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu vois des progrès quand même de Arsenal depuis début janvier? On a l'impression que ça va un petit peu mieux dans le jeu. C'est frustrant parce que tu vois que depuis janvier, c'est largement mieux. Mais je sais pas, les joueurs, il y a toujours un match qui va péter un plomb. Et t'as soit ça, soit une erreur d'arbitrage, soit t'as 6 actions dans le match, 6-7 actions offensives, et il y en a aucune qui va rentrer. Et depuis mars, ça dure. Et forcément, quand tu fais ça à chaque match, tu peux pas trop avancer. Mais je pense qu'une fois que ça sera réglé, ça peut vraiment chercher le top 4. Franchement, quand tu vois le niveau en deuxième mi-temps là contre West Ham, quand tu vois Odegaard, ouais, c'est clair, il fait du bien. Festival.
Et tu Au penses quoi début, de je fais pas de haine, mais là, tu penses quoi de il la était saison incroyable. d'Aubameyang? Aubameyang, ouais. Et j'essaie de souvenir que j'essaie de pas trop sur le topic, j'essaie de pas trop le critiquer ou quoi, mais franchement, il abuse quoi. Enfin, tu vois que le pressing il doit être haut, des fois il va pas courir, des fois quand il va y avoir un duel de la tête, parce que l'Arteta en fait il veut que tout le monde saute, genre quand il y a un duel de la tête, il veut pas que les gens regardent. Par exemple Pépé, il était foutu sur le banc au début parce qu'il faisait pas trop les efforts, mais maintenant tu le vois, quand il est titulaire, il va courir, il presse, il va sauter sur toutes les têtes, alors qu'avant il s'en tapait. Il fait ça de tous les joueurs, mais Aubame il va pas le faire tout le temps. Et voilà, il va hésiter à faire des trucs et vous savez, il a pas le moral quoi. Après, Aubameyang, c'est peut-être le moment aussi de faire l'après, quoi, parce qu'il est plus tout jeune. Déjà. Bah, le problème, c'est qu'il a été prolongé Arsenal l'année vient de le dernière avec un prolonger. gros salaire. Il a fait une vidéo juste après, un mois après, il a fait une vidéo où je veux devenir une légende. Et rien. Voilà. Le vide. C'est terrible. Voilà. Donc je sais pas ce qui lui arrive trop. Après, il est aussi cantonné sur les ailes parfois. Donc c'est peut-être pas top pour lui. Des fois il est au centre, des fois il est sur les ailes. Mais bon, il faut qu'il fasse des efforts quoi. Ouais. Donc on a Sinon, Martinelli. Ouais, Martinelli, mais il est revenu de blessure du coup, Martinelli. Comment? Il est revenu de blessure, Martinelli, du coup. Ah oui, bah ça fait. Il est revenu. Ouais, c'est vrai qu'il était très fort l'année dernière. Ouais, Ouais, bah ça fait quelques mois, mais il revient progressivement. Il avait des minutes par-ci par-là. Il joue pas tellement trop, mais ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Bonne chose. Il y a de la concurrence au milieu. Du coup, on a United qui a perdu contre Leicester. Leicester qui revient bien là, après un petit coup de mou. C'est un FA Cup ça. Bien revenu, ouais. Ouais, un FA Cup du coup. Mais du coup, United on remportera probablement pas de titre, enfin peut-être l'Europa League. Oh merde. Mais non, mais c'est un petit peu. Enfin, après Olé, il finira probablement deuxième ou troisième, donc il sera déjà, on va dire, dans les clous. Mais enfin, c'est quand même un club qui dépense autant d'argent, qui a vu ses ambitions régresser d'année en année. En fait, on n'attend plus rien de United. Je trouve que c'est assez dommage, quoi, parce que United à l'époque, c'était pas ça, quoi. Concrètement. Bah Ah, mais- Je sais pas, moi. Prends les dernières saisons, t'as eu Liverpool, t'as eu Manchester City 2 fois, et même 3 fois. Enfin, je veux dire, pour être meilleur que ces deux clubs, il faut avoir un vrai entraîneur. Olé, moi, je veux bien être gentil, mais il a failli se faire virer une première fois. C'est lors du match de Paris en 2018, il était sur la corde raide. Il gagne parce que Paris a fait n'importe quoi, il reste. Puis finalement, c'est que des bouts de ficelle, j'ai l'impression, avec lui. Et au final, je veux dire, tu peux prendre les joueurs que tu veux. Si l'entraîneur n'est pas assez bon, il pourra pas les emmener haut. Il pourra les emmener sur des séquences plutôt bonnes. Mais bon, ça fait pas tout, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, Ole Gunnar Solskjaer, il a rien à faire comme entraîneur d'un club comme United. Enfin, c'est pas possible d'un club comme United et cet entraîneur-là, quoi. Il est gentil. Enfin, il a l'air de s'entendre avec ses joueurs. Voilà. Après, c'est pas random comme Pirlo. Genre, il a fait un peu ses preuves dans un championnat. Mais quelle preuve il a fait? Il a échoué quand il était à Swansea, pardon. Il a bien marché quand il était en Angleterre, mais à Swansea, il a pas été retenu longtemps. Mais non, je parle de Solskjaer quand il était à Molde, le championnat norvégien là où il Molde. Entraîné. Ouais, il a vraiment écrasé le championnat. Oui, Molde. Il avait une base quoi. Oui, Molde quoi. Mais c'est pas comme un Pirlo qui arrive en chaussettes là, qui a jamais entraîné de sa vie. Après Pirlo, c'est. On en parlait avant que vous arriviez, mais Pirlo c'est encore pire que ça parce qu'au final, ça n'a de la gestion de la Juve. On va passer à la page italienne. Ils l'ont mis par défaut quoi. On va passer à la page italienne, comme ça on pourra parler de la Lazio et donc aussi de la Juve. Oh là, avec la transition, c'est fou ça. Comment on peut t'expliquer? Pur hasard.
Et du coup, Mais je pense on va d'abord parler de la Lazio et après on s'intéressera à la Juve aussi, qui est un cas très très important. On en parle souvent de la Juve, mais et du coup la Lazio qui est septième actuellement, on va se poser la question s'ils font une saison décevante ou s'ils sont à leur place. Ils risquent probablement de rater la Ligue des Champions. Ils se sont fait éliminer en huitième de la Ligue des Champions cette année en n'existant pas réellement contre le Bayern. Mais bon, après c'était le Bayern aussi, donc peu de personnalité face au Bayern. Mais du coup, est-ce que vous pensez que la Lazio fait une saison décevante? Est-ce que vous les voyez plus forts que ça? Parce que l'année dernière, je rappelle qu'avant l'arrêt du Covid, ils étaient vraiment dans la course au titre. Ils revenaient comme des balles et après ils sont un petit peu écroulés. Ils ont quand même réussi à arracher la 4e place, mais déjà quand tu prends Musakio en défense, voilà, t'as déjà annoncé que tu ne voulais rien gagner. Il a fait une disaster class incroyable contre le Bayern. Il a donné un but, il a fait passe D à Lewandowski. Il a été sorti, je crois, à la 40e, tout ça. ouais, 30e, tellement il était nul à chier. Oui, Voilà, ça, quand t'as ce c'est type vrai. de joueurs. En plus, ils sont pas très très bien placés, quoi. mais c'est quand même Mais dommage bon, parce que l'année c'est dernière, sévère. c'était parti pour être, bon, je dirais peut-être pas être aussi fort que ça, mais presque à la place du Milan AC cette année, quoi. Ils étaient vraiment, ils avaient fait vraiment une bonne saison, et ça faisait 2-3 ans qu'ils progressaient, et là on a l'impression qu'ils stagnent un petit peu. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez du coup. Après c'est vrai que c'est le Bayern en face, donc en Ligue des Champions, c'est compliqué de faire plus que ça, on va dire. Ah, mais 8 défaites, Mais Après, c'est le rien match, déjà. le duel de jeu est pathétique. Hein. Il y a 3 ou 4 actions, je crois, où il donne le but, quoi, quasiment. Le Bayern n'avait pas eu besoin de forcer. Après, bon, sur la saison, ils sont, ouais, par rapport à l'année dernière, c'est sûr que c'est décevant. Mais après, quand tu vois les gars devant, c'est pas immérité non plus. Ouais, Hein. c'est pas jouable. ouais, mais en fait, Voilà. je veux dire, ok, je suis d'accord avec l'Inter, l'Inter a fait un gros recrutement, etc. Mais le Milan AC, en fait, le Milan AC, l'année dernière, ils étaient pas plus forts que la Lazio, et tout d'un coup, on a l'impression que genre, c'est normal qu'il y ait 15 points d'écart. Je sais pas, c'est un petit peu étrange quand même. Alors que la Lazio construisait son projet Ouais. depuis longtemps avec Inzaghi, du coup, je sais pas, c'est peut-être les limites de certains aussi hein, qu'on voyait très très fort. Je me rappelle qu'il y a Après, 2-3 ans, il y je avait pense que une c'est très pareil pour grosse hype autour l'Atalanta. de Savic. Ouais, mais l'Atalanta a moins de moyens, tu vois. C'est moins. Oui, tu vas comparer, Et puis tu vas l'Atalanta, comparer ils vont peut-être être en Ligue des l'Atalanta Champions et d'ailleurs. la Lazio, quoi. Ouais. C'est C'est vrai qu'il y a un petit écart quand même entre. Mm. Ouais, bon, la Lazio qui est un peu décevante, peut-être Immobilier un peu moins ouais, qui décisif, on marque va peut-être dire. un peu moins, ouais. Mais ouais, du coup, c'est un petit peu dommage, quoi. Alors, je sais pas après s'ils pouvaient réellement espérer mieux, mais être limite plus à la place de l'Atalanta que ça, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop vu, mais ouais, l'Atalanta, ils sont quand même quatrième au classement. Donc c'est vrai que pour le coup, malgré leur mauvais début de saison à l'Atalanta, ils sont quand même devant. Bon, on a l'Inter qui continue non, qui a pas joué ce week-end parce qu'il y avait des cas de Covid, je crois, donc le match a été reporté. Le Milan Ouais, AC a ça a été arraché un peu sa reporté. victoire contre la Fiorentina et du coup, on peut s'intéresser au cas de la Juve qui tient tant au cœur de Luigi, du coup, et notamment de Pirlo qui a perdu contre Benevento de Filippo Inzaghi. Ça me fait plaisir quand même cette défaite contre Ouais, lui. mais en fait, moi, quand j'avais vu pour la première fois quand Campiola a été nommé, moi, j'ai vraiment pas compris. Comment tu peux nommer un entraîneur qui a 0 expérience, en fait? Ouais, Ouais, pour Je comprends pas. Oui, t'as les précédents Guardiola, mais, enfin, voilà, Guardiola, c'est Guardiola, un il était quand génie. même entraîneur de l'AB au Barça, et puis il a fait une carrière de pré-entraîneur, on va dire, avant d'entraîner l'AB aussi. Donc Ouais, c'est pas mais, tout à fait la même chose, je non, c'est pense, pas du tout la même chose. Pirlo. Et moi, c'est la Juve qui ont fait les cons en prenant Pirlo, parce que, enfin, voilà, tu vois, contrairement à Pirlo, t'as l'autre côté, si je cite un exemple d'un entraîneur excellent joueur qui, qui va sûrement entraîner son club historique, bah, c'est Xavi, qui, par lui-même,
quand Valverde, je crois, était. Non, c'était pas Valverde, c'était qui déjà l'entraîneur avant Koeman? C'est Keke Setien. Setien. Setien, voilà. Après non, c'est même avant la démission, donc c'est Valverde du coup. Quand Valverde avait été démis de ses fonctions, que Xavi avait été proposé, et Xavi donc venait d'entraîner le club de Al Sadd au Qatar. Ouais. Et le gars, une solide réputation d'entraîneur. Et Xavi est en train de voir ça l'année. Il faut que tu fasses tes preuves autre part, ou au moins dans les sections des jeunes ou quoi que ce soit. Mais tu vas prendre un entraîneur comme ça qui a zéro expérience juste parce que c'est une ancienne gloire du club. Et Pirlo, c'est le meilleur exemple. C'est même pire que ça, parce que Pirlo, à la base, il a été, dans le même mois, il a été nommé U23. Donc, il devait commencer son premier match. Et je sais plus comment ça a été goupillé, mais il n'a même pas fait son premier match avec les U23. Il a directement été, entre guillemets, démis de ses fonctions pour pouvoir être placé entraîneur principal. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est qu'ils avaient déjà prévu cette optique-là, qu'il fasse ses gammes, puis qui après finissent en équipe première. Mais c'est comme si, enfin, on en discutait, mais c'est comme si ils n'avaient pas trouvé d'entraîneur principal à la base. Ou je sais pas, il y a peut-être de la naïveté quelque part. Ça peut, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même un problème de gouvernance, comme dans beaucoup de clubs ces temps-ci en Italie, mais surtout à la Juve, je trouve qu'il y a ça, c'est le niveau des gens. Je sais pas si c'est de la naïveté vraiment, mais on dirait qu'il cherchait une baguette magique. Agnelli Comme si le a des propositions sur de manière générale plutôt qu'à s'occuper de son club. Moi, c'est un petit peu. Je suis d'accord avec toi. C'est même pas ça, je dirais, parce que les idées qu'il a, c'est des idées péculières, donc c'est même pas des idées de football. C'est là où je veux en venir, c'est que Agnelli, le problème, c'est que il se veut président des clubs, mais il a oublié d'être président de lui-même de son club. Et ça dans la logique, il est même dans une logique sportive. C'est vraiment, c'est même au-delà de ça, quoi. Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que les sous-chefs ou les chefs locaux de la Juve, si je me trompe pas, il y a eu une restructuration il y a quelques années en arrière, et un de leurs directeurs qui était très pointu dans le domaine, je sais pas s'il a été viré ou il est parti faire autre chose, mais apparemment il manque. Là où je veux en venir, c'est qu'on dirait que finalement, je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment l'impression que soit ça manque d'idées, soit ça manque de talent pour attirer des vrais talents entraîneurs ou de staff, ou soit tout simplement il y a la naïveté, mais c'est vraiment un problème de gouvernance. Enfin, j'ai même de la peine pour Pirlo, pour être honnête, parce que bon, ça a été un grand joueur, mais même au-delà de ça, imaginons qu'il se crache complètement à la fin de saison, que c'est vraiment ça en fait, les joueurs ils craquent complètement et qu'ils lâchent complètement Pirlo. Très honnêtement, au-delà même de craquer carrément, ils sont pas du tout à l'abri de pas se qualifier en Ligue des Champions. Hein. Mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'imaginons qu'il y a la catastrophe nucléaire qui arrive. Ils sont complètement foutus, entre guillemets, ils finissent en Europa. Mais même, allez, allons jusqu'au bout, ils finissent même pas en Europa. Mais Pirlo, première année, mais tu dis, mais il va remonter la pente comment? Les joueurs, ils vont dire, mais regardez-moi ce branlot, il sert à rien, il s'habille comme un clodo, et c'est fini, quoi. Non, mais il faut savoir être honnête. Là, ils vont se dire, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on va l'écouter? C'est pas parce que t'es je sais plus qui avait dit ça. C'est que être une gloire ou un gros joueur, ça aide au départ. Mais si t'es nul en tant qu'entraîneur, mais tu seras nul à vie. Lampard, par exemple, on en parlait juste avant, mais Lampard, par exemple, c'est le mec qui a 150 de QI qui s'est vanté dans les interviews et compagnie. Il a fait quand même d'Hervé Conti et compagnie, donc il a quand même une base, mais il n'avait pas le niveau pour entraîner à Chelsea et ça s'est vu directement. Là, ça a mis un petit moment, mais ça s'est vu quand même.
Là, à l'inverse, Pirlo, dès le départ, tu sentais que ça allait être compliqué, combien même que ça pouvait matcher. Mais là, plus le temps passe, plus t'as l'impression qu'en fait, le mec, bon, qu'il est pas prêt, mais il pourra, je sais pas, imaginons qu'il se fasse virer, mais je sais même pas où il pourra rebondir. Ils vont me dire, mais regardez-moi ça, c'est l'autre branlot qui a complètement chié dans la Juve lorsqu'il a entraîné. Je sais même pas où il pourrait réellement refaire ses gammes, entre guillemets. À moins qu'eux qui vont trouver quelqu'un cet été, le délire qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre de nouveau au U23, j'en sais rien. Mais ça serait complètement con, quoi. Oui, bah oui, ouais, c'est ça, c'est vrai que ça détruit des carrières des entraîneurs, un peu comme Henry, quoi. Qui voudrait Ah, mais Henry, attends. attends, mais Henry, c'est autre chose, parce qu'il est complètement nul, le mec. À Montréal, il s'est fait virer. À Montréal, il est Pardon, parti non, d'un mais c'est d'un pas commun pour accord. Non, il est pas fini. Non, mais bref, oui, c'est pas grand chose à dire, mais c'est une erreur de l'avoir pris, mais la Juve paye un peu le poste recrutement Cristiano Ronaldo, où ils ont peut-être pas fait les meilleurs recrutements, quoi. Alors qu'il y a quelques années, la Juve c'était la référence en Ouais. Oui. Je me suis dit au fond de moi, mais c'est pas possible. Ronaldo, il a fait de la merde, etc. Mais au final, quelque part, c'est pas qu'ils ont fait un mauvais recrutement là-dessus, c'est que ils arrivent tout simplement pas à faire jouer leurs joueurs, que ce soit Sarri, que ce soit Pirlo, même Agnelli, parce qu'il me semble qu'il était au moment d'Agnelli, non? Ou j'ai un doute, ou je me trompe. Il était pas Allegri, plutôt, parce que Allegri. Ouais. Allegri, pardon. Pourquoi je dis Oui, Agnelli? il était là. Après, la Juve, je pense Bah, qu'ils ont une baisse de qualité, en fait, de manière générale, de certains de leurs joueurs, en fait. oui. Genre, leur milieu de Ouais, mais terrain, justement, il est pas aussi performant que le milieu de terrain d'avant, quoi. mais ça, t'as raison de le dire, mais ce que je veux en venir, c'est que je pense qu'il y a une révolution tactique en Italie, entre guillemets, qui se fait, mais qu'ils n'ont pas trouvé les entraîneurs qu'il faut dans certains clubs, en l'occurrence, par exemple, la Juve. Parce que de changer 3 fois d'entraîneur avec des entraîneurs qui gagnent, c'est quand même exceptionnel. Ouais. C'est vrai que c'est vrai. Et on n'est pas à l'abri qu'ils rechangent cet été parce que justement, c'est pas sûr qu'ils finissent en Coupe d'Europe. Enfin, c'est pas sûr qu'ils finissent en Ligue des Champions. Mais là, le titre, c'est pratiquement fini. D'ailleurs, c'est une très bonne chose pour l'Italie parce que ça va être la première fois qu'ils changent de champion depuis 9 ans. Donc, de manière générale, pour le championnat italien, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que la Juve est complètement nulle. C'est ça le pire dans l'histoire. Ça fait un peu comme l'image de Paris. Si Paris est complètement nul, ils laissent tomber le champion, ils font de la merde. C'est là ils perdent le championnat. Donc je sais pas, moi je suis quand même mitigé, mais c'est pour te dire, je répète ce que je disais, je plains vraiment Pirlo parce que combien même il arrive à redresser la part, je pense pas qu'ils vont gagner le championnat et ça va lui coller à la peau. Ouais, il sera étiqueté comme l'entraîneur qui a pas fait gagner le championnat pour la première fois depuis 9 ans. Très bien, on peut passer surtout que c'était la 10e, quoi. à la page espagnole. Vamos. Et du coup, pour la page espagnole, on va s'intéresser donc au cas du Real Madrid, en se demandant s'ils peuvent tout rafler. Donc, enfin, quand on dit tout rafler, c'est donc chipper la première place à l'Atlético et donc au Barça, et éventuellement refaire le coup en Ligue des Champions et remporter une 14e couronne. Quel est votre premier avis comme ça à chaud du coup? Lorraine, Non. du coup, vu que non, ok. Parce que le Barça va être champion, c'est pour ça, c'est ça. Le Barça va être champion ou l'Atlético. Moi, je vois pas le Real champion. Enfin, Ouais, dans parce tous que le les Real cas, Ligue des Champions, je quoi. l'espère pas. Et puis en Ligue des Champions, il y a trop d'équipes qui sont peu Qui sont fortes que meilleures, ouais. le Real cette année. Le Vraiment. problème, c'est que les équipes meilleures vont se manger entre elles là, en fait. Elles sont dans Ouais, la même mais partie quand de tableau. même. Le Real, ils peuvent perdre contre Liverpool. Hein, enfin. Oui, c'est vrai que c'est plus dit que... En vrai, déjà début avril, je pense qu'on aura la réponse pour ce qui est à la fois du championnat et de la Ligue des Champions, puisqu'ils affrontent Liverpool et le Barça à 8 jours d'affilée, ils affrontent Liverpool, Barça, Liverpool. Donc déjà,
Je pense pas que le Barça acceptera de perdre 2 fois le Classico la même année. Pour moi, c'est inacceptable. Ce serait inacceptable. C'est vrai. Même si c'est arrivé l'an dernier, je crois. Oui. Mais, Oui, c'était arrivé l'année dernière. Ouais. Mais oui, effectivement. bon, et puis Liverpool, bon, peut-être ça marche pas trop en PL, mais on a vu qu'ils ont quand même écrasé Leipzig. Hein. Manquer de respect à Leipzig, ils ont gagné les 2 matchs, y a pas à dire. Mais non, déjà l'Atlético a quand même 5 points d'avance. C'est pas un énorme matelas, mais peut-être qu'ils peuvent tenir. En tout cas, moi j'y crois. Le Barça est toujours devant en championnat malgré le fait qu'ils aient perdu le premier Classico. Et voilà, le Real cette saison, c'est non en fait. C'est juste, ils reposent sur quoi des buts de Benzema qui sont un peu clutch de temps en temps, mais c'est tout. Il y a rien, il y a rien. Le Real cette année. Ouais, donc bah moi je les ai regardés du coup contre l'Atalanta et contre et en Liga sur pas ce week-end mais le week-end d'avant et un autre week-end. Et c'est vrai que c'est vrai que dans le jeu c'est quand même très pauvre. Hein. T'enlèves Benzema et peut-être Modric à cette équipe, Ouais, voilà. ça manque vraiment de vie quoi. Puis Vinicius devant Vendange, Hazard, voilà. Ouais, J'ai bah oui, rien à jamais dire non. sur lui. Hazard c'est un joueur que j'adore mais c'est vrai que son passage au Real c'est une catastrophe. Hein. Y a rien de bon en Bon, fait. C'est terrible. Et le Barça, franchement, en fait, aussi, le Barça qui a plus perdu depuis Cadiz et qui reste sur 45 points en 51 matchs, je crois. Sur 51 possibles. Ah oui, mais non, mais ils ont pas perdu quasiment En depuis championnat, ouais, le effectivement, ils 1er ont. janvier. Depuis le 1er janvier. Il y a juste eu la défaite face à Paris. Sinon ils ont gagné en coupe. Enfin, en super coupe, bah, ils sont pas éliminés. Enfin, ils ont perdu en super coupe, mais ils ont perdu que en coupe. Donc en Ligue des Champions, en Super Coupe d'Espagne depuis le 1er janvier. Et ils sont sur une dynamique positive, on va dire. Et comme je dis, moi, je pense qu'ils ont à cœur de gagner à Bernabéu. Ils ont une équipe qui est en forme. De toute façon, ils ont plus que la Liga à jouer et puis la Copa. Mais bon, la Copa, sont en finale contre Bilbao. Donc, finale qui se jouera juste après le match contre le Real, justement. Donc, pour moi, si le Barça gagne contre le Real et contre Bilbao en finale de Coupe des Rois, ils peuvent faire le doublé, ce qui serait pas si mal pour une saison quand même, pour le pire Barça de la décennie, on va dire. Même si on dit ça chaque année, Du stade voilà. ça serait Bah, en bien même temps, pour. c'est pas bien compliqué. Il y a eu Ouais. 2 années dans cette décennie. Bon, disons que quand même, ils sont meilleurs que l'an dernier, je trouve. Ouais. Que Man est meilleur entraîneur que Setien au Barça. Même si c'est pas brillant, avec le nouveau président. Moi, on va dire que j'étais un peu pessimiste. Là, je suis un petit peu plus optimiste pour l'équipe, même si ils peuvent repartir avec une saison blanche, mais je les vois bien avoir un sursaut d'orgueil. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai une question pour. Honnêtement, quand il vient, je ne comprenais pas trop parce qu'il avait lâché la sélection hollandaise qui tournait hyper bien sous sa direction pour aller dans un Barça. Clairement, tu avais l'impression qu'il était là juste pour faire l'intérim, limite. Et en fait, bon, il y a eu le début de saison, la mi-saison, c'était un peu catastrophique, mais il n'a pas eu de chance au niveau des blessures. Et là, ouais, ce qu'il propose, c'est quand même super intéressant. Le 3-5-2 qu'il a changé il y a quelques mois, enfin quelques semaines, Juste après le match qu'il a fait contre Paris. Ouais, et franchement, c'est du bon boulot qu'il fait. Et ouais, et pour moi, je suis agréablement surpris dans le sens où le Barça, maintenant, ouais, peut clairement viser la victoire sur la Liga, sachant que l'Atlético est vraiment en train de choquer.
Et si le Barça arrive à gagner la Liga, ça sera quand même une saison réussie, quoi. Parce que Ouais. au final, tu vois, l'effectif est très limité, quoi. Donc c'est bien ce qu'ils font. Et puis la défense à 3 marche bien finalement. Bon, à part contre Paris, mais bon, Paris, on va dire que le match aller contre Paris, il y a eu des circonstances qui ont fait que c'était pas non plus facile pour le Barça. Je veux pas les défendre ou quoi, parce que perdre 4-0 au Camp Nou, c'est inadmissible. Mais t'as mis un Piqué qui revenait de blessure parce que t'avais pas Rojo. Bon, Pardon. c'est la défense, à partir du moment où la défense centrale, c'est Mingueza, Piqué, l'anglais, bah t'as perdu le match en fait. Oui. J'ai rien d'autre à dire de plus. Mingueza, il a dû sortir à la mi-temps parce que sinon il prenait un rouge. Donc, Et, pour moi, c'est ouais. si on enlève le match contre Paris, le Barça depuis 2 mois et demi, c'est introuvable, quasiment. J'ai une question à te poser, Lorraine, parce que moi j'avais regardé les matchs sur la chaîne Équipe, donc c'était les matchs de coupe. J'avais pas trouvé le Barça tout truand vraiment même mauvais. Je l'ai trouvé vraiment lamentable. Toi, à l'inverse, tu les trouvais pas si mauvais que ça, c'est ça? En coupe, en super coupe, ils étaient encore. Après, je te parle en termes de résultats, ça fait 2 mois et demi, mais en termes de jeu et de contenu, c'est depuis qu'ils ont passé en défense à 3. Donc c'était après la super coupe. Alors, je vais poser autrement ma question, mais j'allais te demander si le niveau, en fait, de la manière générale plutôt, est-ce que le niveau de la Liga avait baissé, en fait? Je voulais savoir, voulais aussi te demander ça. Oui, le niveau de la Liga a baissé, ça c'est certain. Mais après, c'est dû à plusieurs facteurs. Enfin, en fait, c'est pas que le niveau a baissé parce que je pense que les petits clubs comme la Sociedad ou le Villarreal sont à peu près aussi forts qu'avant, ou même Séville à la limite. Mais c'est surtout la baisse du niveau du Barça et du Real qui est flagrante en fait. D'accord. Mais ouais, depuis qu'ils sont passés à la défense à 3, le Barça, ça va beaucoup mieux, que ce soit en termes d'animation et de résultats. Mais alors, j'ai pas vu le Barça depuis ce moment-là, forcément, parce que euh, bah, ils ont pas joué de match de coupe, entre guillemets, mais euh, je, 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 ils jouent comment? Alors, ils jouent un peu moins en possession, je présume, ils font beaucoup plus de pressing, vu la gueule de la structure, mais Ouais, en fait, c'est surtout que comme ils ont une défense à 3, ils ont des latéraux qui peuvent monter beaucoup plus haut. Et t'as Alba et Dest sur les côtés qui font un taf dans les couloirs beaucoup plus offensif qu'avant. Parce qu'ils sont épaulés par le fait qu'il y ait 3 défenseurs derrière, ils peuvent beaucoup plus monter. Alors qu'avant, enfin, disons qu'ils sont beaucoup moins, ils peuvent beaucoup moins être pris en compte parce qu'ils ont 3 défenseurs. Bon, pareil, encore une fois, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est ça. C'est que comme ils jouent à 3 derrière, ils ont des latéraux qui peuvent beaucoup plus monter et produire du jeu. Il y a Dembélé qui revient en forme. Il y a Griezmann qui est pas mauvais non plus en ce moment. Et, et voilà. et les 5 joueurs au milieu, ils sont organisés comment? C'est enfin, je veux dire, il a mis on a versé autrement dit un tout en bas et les deux devant, ou il a mis autre chose? Donc en fait, ça dépend des fois ils jouent en 3-5-2, des fois en 3-4-3. D'accord. Que, Ouais, ça dépend si euh, Griezmann est titulaire ou pas, en fait. ouais, c'est ça. C'est soit tu joues avec Griezmann en neuf, avec Messi et Dembélé pour l'accompagner, soit tu joues avec Messi et Dembélé en pointe, avec au milieu, donc t'as Busquets, généralement, qui est indéboulonnable. Et avec Busquets, tu mets. Alors, il y a Ilech qui a joué quelques matchs, mais dans l'ensemble, c'est De Jong et Pedri.
si De Jong joue pas défenseur central. Et donc, tu joues avec Busquets. D'ailleurs, Busquets qui joue un peu plus haut, donc je dirais que ces deux milieux centraux, t'as pas vraiment de 6, c'est deux 8 on va dire. Deux 8 et deux ailiers sur les côtés, quoi. Enfin, et, euh, Dest et Alba qui sont les latéraux offensifs. Et devant, donc, t'as trois attaquants. Ou deux. Enfin, ou deux buteurs. Et sinon, tu joues à trois au milieu. T'as un des milieux qui peut jouer un peu plus haut en 10. D'accord, je vois, d'accord. On va passer à la page allemande. Et donc pour la page allemande, on va démarrer par s'intéresser à l'Union Berlin du coup, qui est très surprenant cette année et qui se classe à la 7e place de la Bundesliga si je dis pas de bêtises, qui a des résultats en net progrès par rapport à ce qu'on pourrait attendre de ce club et qui font très fort contraste avec son plus gros voisin qui est l'Hertha Berlin et du coup c'est pour ça qu'on a intitulé la question donc Union Berlin, le meilleur club de Berlin. Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent à l'arrache arracher une place qualificative en Ligue Europa du coup ou ça va être trop juste pour cette année mais pourquoi pas. Guérin, je crois que tu suis beaucoup le championnat allemand. Guérin n'est plus là. Ok. Du coup, est-ce que vous connaissez l'Union Berlin J'ai une question. L'Eintracht, c'est le club de la Stadi, c'est ça? Ou je confonds? Non, c'est pas. Non, c'est l'Hertha Berlin. L'Eintracht, c'est Ah oui, Francfort. merde. L'Eintracht, c'est Francfort. Bah, je vais être franc avec toi. Moi, je fais une digression, pardon. Je les connais surtout grâce à l'After, dans le sens où, en gros, je sais que Paulo Breiner, il a des actions dans un des deux clubs. Alors, je sais jamais lequel. Je crois que il a des actions dans le club où il est parti. Oh putain, comment il s'appelait l'autre con? Lucas. Non, Lucas J'ai Touzard, oublié c'est le son nom. Hertha. C'est le Qui Hertha ça? Berlin. C'est le Hertha Berlin. C'est pas le même club, hein, du coup. Bah, il a C'est lâché l'autre. Hertha Berlin parce qu'il avait gueulé contre l'arrivée de Lucas. Mais, très franchement, je vais te dire une chose. Alors, autant je suis très peu le football allemand, je regarde juste le minimum, ici Dortmund et compagnie. Autant je sais pas enfin, comment dire. Je vais te dire une chose. Je sais pas s'ils arriveront jusqu'à la fin, mais le football allemand cette année, je trouve qu'il est assez distendu au niveau des équipes. Euh, Leipzig, ils pourraient faire mieux, etc. En fait, finalement, c'est pas surprenant qu'ils soient là, je trouve, parce que en fait, les autres équipes, ils ont vraiment fait. Ils sont pas à leur niveau, je pense, comme ils auraient pu. Alors, je sais pas si c'est dû au Covid, parce que je rappelle que les Allemands, eux, ils n'ont pas arrêté, et donc forcément, ils ont une préparation beaucoup plus complexe, ah putain, ce soir, complexe que les autres. Mais je sais pas. Dans l'absolu, je dirais pas que ça me surprend parce que l'année, c'est assez compliqué, donc ça peut être peut-être expliqué par ça. Pour autant, les autres, enfin aussi les autres clubs sont pas bons. Mais que veux-tu là? Après, je suis pas assez calé par rapport à cette équipe-là, vu que je regarde vraiment les trucs, enfin les clubs les plus principaux. Ouais, alors l'Union Berlin, en plus, c'est un club qui est un peu particulier. Donc, ils ont, pour résumer un petit peu de ce que c'est que le club, ils ont pratiquement pas de palmarès, en fait, hein. Ils ont gagné un championnat à l'époque où c'était pas encore professionnel, donc, au début du 20e siècle, du coup. Et ils ont souvent été, dans les bas-fonds,
dans les bas-fonds du coup des divisions allemandes. Et en fait, du coup, c'est un club qui est très et ça du coup le journaliste de RMC l'avait dit, c'est un club qui est très très ancré politiquement en fait. C'est vraiment un club qui a une forte connotation politique du coup à gauche du coup. Et en fait qui le revendique en fait, et du coup dans son identité du coup, dans son identité de club et dans les supporters qui suivent ce club, du coup ça se rapporte beaucoup à ça du coup. Et du coup en fait c'est vrai que les voir à ce niveau-là en train de progresser et presque de surpasser le géant du Hertha, c'est un petit peu surprenant, mais c'est entre guillemets les belles histoires du foot, quoi. Si on s'intéresse à plus que les champions résultats. Et après, pour ce qui est des résultats, donc ils ont été tartés par Francfort du coup ce week-end, mais bon, Francfort c'est vraiment une équipe qui est en forme, et Francfort, c'est fort. je pense que Francfort va finir dans les 4 premiers en fait. Là concrètement, avec le nul de Dortmund ce week-end, ça risque vraiment d'être compliqué pour les autres d'aller les décrocher. Tu penses que l'Eintracht va aller chercher la Ligue des Champions devant Dortmund? Je pense qu'ils vont finir devant Dortmund. Je pense en fait ceux qui sont actuellement dans le top 4 là, ça va pas bouger. Donc en gros le Bayern premier, Leipzig deuxième, et après soit Wolfsburg, soit Francfort, et Dortmund qui n'arrivera pas à le faire. Ils sont pas sur une bonne série. Je pense qu'ils peuvent se relever et finir quand même devant l'Union de Berlin, mais c'est sûr que si Berlin accroche l'Europe, ça peut être beau. Ouais, Berlin, ils sont à 2 points du Bayer Leverkusen. Ouais, donc c'est rien de fait. Mais après, c'est vraiment Pâques, hein, parce que derrière, t'as Fribourg à 37 points, Stuttgart et Mönchengladbach à 36 points, donc le 10e est seulement à 2 points du Hertha, de l'Union Berlin, qui est eux aussi seulement à 2 points de Leverkusen pour la 6e place. Donc t'as 5 clubs en 4 points. Ouais, donc ça risque d'être passionnant pour la lutte à la Ligue des Champions, enfin notamment à l'Europa League et la Ligue des Champions. Je crois que Dortmund a quand même des confrontations directes, donc il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à accrocher, mais vu la pauvreté de ce qu'on a vu ce week-end, ça risque vraiment d'être compliqué. Et en plus, il y a la Ligue des Champions qui va leur pomper de l'énergie aussi. Ouais, même s'ils jouent contre City. C'est un coach d'intérim, limite. Enfin, c'est pas normal d'avoir Terzic. Ouais, c'est vrai que Terzic. Coach titulaire, mais... Bon courage quand même à Marco Rose pour après derrière faire mieux que ça, parce que je sais pas, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Et du coup, on peut passer donc au tout dernier débat de la soirée, qui concerne du coup les trêves internationales. Et donc du coup, on va se demander s'il faut pas les réformer, parce que bon, pour rappel, là il y a encore 3 matchs amicaux. Enfin non, c'est même pas 3 matchs amicaux. Pour les Européens du coup et les Africains, c'est 3 matchs de qualification, donc soit à la CAN 2022 pour les Africains, soit à la Coupe du Monde 2022 pour les Européens. Pour les Sud-Américains, ça a été annulé du coup par rapport aux restrictions sanitaires. Et en fait, là concrètement, depuis le retour, donc la fin de la crise et le retour donc du coup du foot international, à chaque trêve internationale, on a eu 3 matchs. Et en fait, ça a posé parfois problème dans certains clubs, notamment au niveau de la fatigue des joueurs quand ils revenaient, etc. Et donc, du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que pour vous, il faut réformer ces trêves internationales et, je sais pas, les supprimer pour les condenser sur un seul endroit ou pas? Qu'en pensez-vous, du coup? Moi, j'ai un avis. Vas-y, Laurent, parce que j'ai un avis particulier. Ok. Moi, je pense que déjà, de base, les matchs internationaux, ça sert pas à grand chose.
ils ont voulu créer la Ligue des Nations pour essayer de rendre les amicaux un peu plus attrayants. Pour moi, la Ligue des Nations, ça reste des amicaux. Qu'on qu'on me dise le contraire ou pas, je m'en fous. Mais ouais, pour moi, déjà, à la limite, tout ce qui est éliminatoire, tout ça, ça peut être intéressant. Mais en vrai, je pense qu'il devrait juste y avoir les éliminatoires et puis des amicaux de temps en temps, mais seulement, même pas forcément sur des trêves, genre. Ouais, et puis à la limite, ouais, recouper ça sur moins de périodes dans l'année. Par exemple, faire seulement deux trêves internationales par an. Là, il y en a plus que ça, non? Il y en a. Là, il y en a 4, là, ouais. Il y en a Ouais, 4 donc hors, tu divises par deux le nombre de trêves internationales. À la limite, faire des trêves un peu plus longues, mais ça peut être plus intéressant, quoi. Parce que c'est vrai que ça sert pas à grand-chose. Si tu vois, je sais pas, un match entre la France et Andorre, ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt? À part faire jouer les équipes. Et il y a une différence de niveau de fois qui est telle entre les équipes. Ça sert à rien enfin, je pense. ouais. Et du coup, vas-y, Luigi, pour t'exprimer, du coup. Bah, moi, j'en ai vu, comme je disais, j'en ai un avis particulier parce que je pense que le problème, c'est pas la compétition internationale. Parce que c'est que est-ce que le foot international peut-il encore exister de nos jours? Il y a des gens qui sont primordiales, genre le qui est primordial et je pars du principe que les compétitions internationales sont obligatoires parce que c'est uniquement, enfin comment dire, tu peux toujours avoir des matchs de club, par exemple Lyon Saint-Etienne avec des fortes rivalités, tu pourras toujours en avoir dans le football de manière internationale, mais tu peux pas faire de matchs sans proposer un minimum de matchs internationaux, enfin d'une compétition sportive sans minimum de matchs internationaux, pardon, que ce soit un sport individuel ou collectif. Et c'est pour ça que j'ai une position ambiguë parce que je pense il y a ni trop ni assez de matchs internationaux. C'est simplement que je pense qu'il y a peut-être trop de matchs de clubs actuellement. Je m'explique. Il y a énormément de coupes à la con, de matchs un peu bizarres. Alors, t'as des ajouts à droite à gauche parce que les clubs ils veulent recevoir du pognon. Euh, les fédérations, elles se disent bon, bah, pourquoi on s'arrête pas une part du gâteau, pardon, ce qui est normal. En plus, ça finance le sport, même si c'est mal foutu, parce que ça va des fois dans leur poche. Mais je veux dire, ça quand même, ça finance le sport amateur. Et donc, t'as tous des modèles à la fois d'intégration sociale, de prestige, tout ce que tu veux. Par exemple, l'intégration à la française se fait aussi par le sport, plus que dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, il y a toutes des mécaniques, et ainsi, pour ainsi dire, je préfère encore que ce soit le foot international qui se joue qu'un match de club, comme par exemple qu'on a vu dans des matchs de Ligue 1. Bon, cette semaine, ça allait encore, même si Lyon a vraiment fortement perdu. Mais la semaine dernière, c'était dégueulasse. J'ai vu les résumés et compagnie, c'était vraiment dégueulasse. Là où je veux en venir, c'est que je préférais encore baisser le nombre de matchs dans les championnats. C'est pour ça que j'ai une position ambiguë, parce que je pense qu'il y a trop de matchs qui se jouent, mais dans les championnats vraiment. Et ce qui me fait peur, c'est que si on suit cette logique que j'ai, ça veut donc dire qu'on va encore, on devrait baisser les nombres de clubs, et donc de facto, je suis pour une ligue un peu plus fermée, même si c'est des ligues nationales fermées, entre guillemets, si vous préférez. Ce qui n'est pas ma position non plus, donc j'ai une position ambiguë en somme. Ok, très bien. Ben, on va se quitter sur ça, du coup. Merci pour vos avis. On fera peut-être une émission un peu spéciale si on fait une émission la semaine prochaine. On aura plus le temps d'évoquer ces sujets de manière générale, notamment revenir sur le niveau des compétitions internationales et donc qu'est-ce qu'on entend par ça derrière en fait.
Passez une bonne fin de soirée. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci également. Merci, bonne soirée. Merci, Logan. Merci à vous. Merci, Logan, pour avoir organisé. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine.